Et bonjour à tous, bienvenue sur le stand Kurokawa de la Japan Expo 2023. Attention, il y a une poussette qui passe derrière. Et arrêtez de vous bousculer, genre, ça part en couille déjà. On est là pendant les 4 jours et donc on va essayer de vous faire des émissions tous les jours. On va vous présenter donc, ce qu'on fait sur la Japan, le staff de Kuro, comme Yumna qui est derrière mais qui ne veut pas être filmé et qui se fout de ma gueule. Donc, on va vous présenter aussi donc, nos partenaires et ceux qui veulent, qui voudront parmi vous, on vous interviewera et on discutera manga. Et c'est un peu une émission sauvage qu'on va faire et on va s'amuser. Et donc là je suis sur le stand de Shinoko, le photocall, venez nous voir, venez prendre des photos au hall 5A, place E190. Et on va faire un petit tour, c'est parti, allez. Je suis avec Jules Kelich. Enchanté. Que vous avez déjà pu voir sur notre TikTok avec un interview qu'on a fait directement. C'est un plaisir, merci de m'avoir proposé ça déjà, c'était une chance. Tout le plaisir est pour nous. Et du coup, donc, Jules est Kotento sur Vinland Saga chez Kodansha. Oui, tout à fait. Donc, je suis un des membres d'une équipe de 3. Dans les faits, on est 2 à travailler un petit peu au quotidien sur la série. Et donc là, je suis à la Japan Expo aussi pour voir un petit peu comment la série est défendue. Et après, je vais rejoindre Yukimura Sensei à San Diego pour la Comic Con. Déjà, d'abord, ça va, pas trop fatigué avec le jet lag et tout. Le jet lag est complet. Je ne suis pas encore tout à fait descendu de l'avion, mais non, si, ça commence à aller mieux. Et donc, justement, pour reprendre sur chez Japan Expo, qu'est-ce que ça vous fait un peu de voir comment Vinland Saga est représenté ou apprécié, que ce soit donc, à travers le titre chez nous ou aussi on a l'animé qui a eu lieu chez Crunchyroll et Netflix qui vient de se finir. Alors déjà, pas juste sur Vinland, mais quelque chose qui est impressionnant, c'est à quel point les Français sont à fond sur le manga. Et du coup, donc voir la série comme ça, alors qu'on n'est pas au Japon, voir qu'il y a des gens que ça fascine, tout le monde me dit « Ah, cette série elle est super ». Au début, je ne savais pas trop où ça allait, mais finalement, quand je suis arrivé jusqu'à l'art des esclaves, c'est devenu génial. Il y a beaucoup de retours super positifs sur cette série. Et ça, c'est un vrai plaisir. Être là et de voir que les gens sont vraiment en attente, qu'ils sont rentrés sur la série soit par l'animé, soit de leur façon, mais qu'ils ont vraiment compris en fait ce qu'il y avait derrière Vinland Saga, la profondeur de l'œuvre. Ça, en tant qu'éditeur, c'est vraiment un plaisir. C'est super de se dire ouais, les gens ont saisi la série, ils sont dessus. Et c'est une chance. Je suis vraiment très très content de voir ça. Oui, parce que je rappelle que sur Vinland, il y a le premier arc qui est un prologue qui permet de poser le monde dans lequel va évoluer notre personnage principal. Et que après, Yukimura Sensei aime beaucoup écrire sur les sujets l'amour, la mort et la vie en général. Donc alors moi j'avais une question parce qu'il y a... On aime bien présenter un peu Vinland aussi parfois comme une sorte de manga historique, parce que est-ce que c'est aussi inspiré du coup de personnages réels et de faits réels ? Bien sûr. Yukimura a fait énormément de recherches en fait, non seulement sur la saga du Vinland dont il s'est inspiré pour l'histoire, mais aussi il a fait beaucoup de documentation, lu énormément en fait sur l'histoire. Donc c'est un auteur qui travaille énormément sur l'aspect un petit peu background de sa série. Il a fait des recherches sur comment étaient fabriqués les dracars, quelles étaient un petit peu les armures de l'époque. C'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup pour essayer de retranscrire vraiment ce feeling-là. Alors forcément, quand on est un auteur japonais qui écrit sur une autre culture, sur une autre époque, il y aura toujours des petits détails par-ci par-là qui ne seront pas exactement comme dans la réalité. Mais en tout cas, c'est vraiment un auteur qui a à l'esprit cette envie de recréer quelque chose de plausible, même si c'est avec quand même l'ambiance d'une saga. Donc il y a des moments qui ne sont pas le réalisme absolu ou qui sont un petit peu hyperboliques. Mais être fidèle aux sentiments, être fidèle à ce qu'on attend en fait d'une série historique, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il a en tête. Et du coup, c'est très très rare qu'on le prenne en défaut. Il a vraiment très très bien documenté sa série. En plus, surtout que, à savoir, je crois que les récits vikings sont des récits oraux à la base, donc c'est aussi un peu compliqué au niveau de la temporalité, de savoir si les personnages ont existé au même moment ou à autre. D'ailleurs, ça me fait penser à une scène qu'il y avait dans l'animé qui avait fait réagir et dans le manga où saison 1, donc ça c'est pas trop du spoil, où il y a l'équipe d'escalade qui porte leur bateau pour attaquer un château en France, je crois. Et non, ce n'était pas un moment shonen du manga, les Vikings faisaient vraiment ça. Ils portaient leur bateau pour traverser des plaines ou pour pouvoir accéder à des rivières.
Est-ce que vous connaissez la fin de Vinland? Alors la fin, pas forcément dans le détail, on voit à peu près jusqu'où ça va aller. Je dirais qu'il y a des spoilers dans l'histoire, l'histoire avec un grand H. Donc on peut déjà avoir une petite idée de vers où ça va se diriger, mais dans le détail, c'est encore en écriture. C'est encore même si Yukimura Sensei a une idée très claire de comment il veut conclure la série, on n'a pas encore tous les éléments. Comment est-ce que ça va se caler, mais il y a déjà les grandes lignes de l'histoire qui sont dans l'histoire, avec un grand H. Alors, si vous voulez connaître la fin, vous pouvez trouver des indices dans les livres d'histoire. Voilà, dans la saga du Vinland originale aussi. Et ben Jules, merci beaucoup en tout cas. Merci de même, c'était un grand plaisir. Merci d'être content de voir Vinland aussi bien mis en place, vraiment. De toute façon, moi, je pense que c'est dans mon top 3 de mes œuvres préférées, tout simplement. Donc, je trouve que c'est. Super. C'est une écriture magnifique et c'est un des meilleurs scénarios qu'on peut. De toute façon, on le voit aux réactions quand les gens découvrent l'œuvre. Et donc, il y a eu avec la fin de la saison 2 qui vient d'arriver. D'ailleurs, pour ceux qui ont été animés only, si vous voulez savoir ce qui se passe après, je crois que ça reprend la fin de l'arc 2, c'est le tome 14. Et après, donc, vous avez la suite et plein de belles surprises qui vous attendent si vous souhaitez découvrir la suite de l'aventure. Yes, absolument. Ça va continuer à être bien, ça c'est sûr. Alors Jules, une autre question, est-ce que, à force de travailler avec Yukimura Sensei et tout ça, est-ce qu'aujourd'hui, donc peut-être au début, parce qu'il a un récit qui est assez surprenant, est-ce qu'aujourd'hui ça vous arrive encore toujours d'être surpris en découvrant ces planches au fur et à mesure? Absolument, pour une raison simple, c'est que Yukimura Sensei reste complètement maître de son œuvre. Donc même si on est familier en fait des personnages, de la narration et même de là où ça se dirige, il va toujours garder sa liberté en fait au moment de la réalisation des pages. Et du coup, comment est-ce qu'il transmet une scène, comment est-ce qu'il la met en page, parfois on va se dire « Ah mais c'est dingue, c'est incroyable, cette page elle est super ». Et quand on les découvre, on a vraiment ce moment de « Ah, il a vraiment réussi à en faire un truc de dingue ». Et donc ça c'est quelque chose qui est quand même, je pense, la force de Vinland. Et la liberté du sensei fait tout, en fait, là-dessus, à mon avis. C'est qu'on arrive encore à découvrir, à être surpris même en tant qu'éditeur, parce que il reste complètement maître de son œuvre. Ça va être assez passionnant de travailler avec lui, en tout cas. J'imagine que... Donc, voilà, on est tous un peu jaloux, je pense. J'ai beaucoup de chance, c'est clair. Absolument. Merci. De Picoma et je suis en compagnie de Camille, donc Camille enchantée. Aujourd'hui on va parler donc de Kotun et de Kurokawa qui sont du coup en collaboration avec Picoma. Chez Kotun on a sorti Itaewon Class qui est notre premier webtoon de chez Picoma et on voulait savoir comment Itaewon Class est perçu chez Picoma et sur la plateforme. Itaewon Class c'est un des tout premiers webtoons qu'on a publié en arrivant en France. C'est un des tout premiers donc nous on appelle ça des smarttoons de notre côté, qui est présent sur la plateforme. Il est forcément très apprécié parce que c'est un incontournable que même les gens qui connaissent pas le webtoon ou le smarttoon connaissent quand même Itaewon Class, notamment grâce à la série Netflix. Et souvent les gens arrivent sur Itaewon Class via la série Netflix en découvrant que c'est tiré justement d'une histoire. Et nous elle est très appréciée pour ça. Elle est aussi très appréciée parce que dans le webtoon on voit surtout de la fantaisie. Et Itaewon Class, ce n'est pas de la fantaisie. En effet, c'est plus de la tranche de vie. Oui. Une tranche de vie, après, il ne faut pas avoir une vie comme ça. Mais effectivement, du coup, comme c'est du contemporain, ça intrigue les gens. Il y en a beaucoup moins de disponibles et ça plaît beaucoup. Merci beaucoup. En effet, même pour nous, pour Kotun, c'était vraiment le but en fait, de cette série. Ce qu'on a apprécié, c'est que ce ne soit pas encore de la fantaisie ou de la romance, même si on aime ça, mais ça change un petit peu. Et c'est vrai que le drama a vraiment a lancé le webtoon aussi, parce que même le webtoon reste quand même méconnu, et on voulait vraiment le faire découvrir au public aussi en version papier, parce qu'il valait vraiment le coup d'être publié en version papier. Est-ce que tu as autre chose à ajouter sur... Ça s'est bien passé pour l'adaptation du coup, parce que le webtoon c'est un format vertical, et pour le papier vous avez dû le transformer en page. Ça s'est bien passé. Je me suis pas intéressée. Je connais pas exactement comment ça s'est passé,
Il n'y a aucun souci. Alors du coup, en fait, il faut savoir que Itaewon Class, le bouquin existait déjà, enfin le livre existait déjà en Corée du Sud. Il existe, c'est une série qui est terminée en Corée du Sud, qui est en 8 tomes. Et du coup, pour le coup, là, on n'avait pas besoin de refaire la maquette. On a juste pris la maquette déjà existante qui nous plaisait. On a juste fait un gros travail sur la couverture. Merci beaucoup. Qui était un petit peu elle passait pas partout. Elle était un petit peu noire. Elle était un peu vide. On a voulu vraiment. Je vois de laquelle tu parles et effectivement ça se voit moins. C'est ça, exactement. On a vraiment voulu jouer sur le côté un peu street d'Itaewon, de Séoul, qui est voilà, comme ça les gens vont reconnaître un petit peu ce style-là et du coup on a aussi repris du coup c'est la couverture. Voilà, exactement. Donc c'était surtout un gros travail sur la couverture, mais sinon d'une manière générale l'intérieur c'était assez simple. Ce qui est sympa, c'est aussi que l'auteur a décidé de a fait une petite biographie, un petit mot de l'auteur, vraiment pour la sortie en papier, donc c'était vraiment sympa d'avoir l'opportunité d'avoir ça. Maintenant, on va parler plutôt de Kurokawa, donc de Spy Family, qui est disponible aussi chez Piccoma. Pareil, même question, comment ça se passe sur Piccoma, comment est reçue la série, si elle fonctionne très bien ou pas. Là, du coup, c'est l'inverse, parce qu'Itaewon, on l'avait en premier, et vous le reprenez, et là, Spy Family, ça vient de chez vous, et on le reprend, parce que nous, on a un rôle d'éditeur, mais on a aussi surtout un rôle de diffuseur, donc on travaille avec les éditeurs français, notamment Kurokawa, pour rendre leur manga disponible sur la plateforme. Donc on a récupéré Spy Family l'année dernière pour Japan Expo et on continue de mettre Spy Family en avant à Japan Expo parce que c'est pareil, une des séries qui marche le mieux, qui est la plus appréciée. L'animé marche aussi très bien, donc c'est quelque chose qui est très apprécié en France. Pas grand chose de plus à ajouter, ça plaît au public mais je ne t'apprends rien là-dessus. En effet, même sur nous, même sur le stand, ça fonctionne toujours aussi bien, l'animé, le manga, donc c'est vraiment un bonheur de publier, que ce soit en ligne ou en papier, Spy Family. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ton temps et j'espère qu'on continuera de collaborer ensemble. J'en doute pas. Merci à tous. En effet. Bon bah alors là, on est avec l'équipe, avec Mathilde et Déborah de l'édito et Jérémy au commercial. Et du coup, alors premier retour de la première journée, ça veut rien dire. Donc retour de la première journée, comment ça s'est passé aujourd'hui ? Très bien, beaucoup de monde dès l'ouverture. Beaucoup de succès, notamment avec My Happy Marriage que Mathilde connaît très bien. Et Tsugai aussi qui a très bien fonctionné, notre lancement d'Arakawa, donc très content. Et bien évidemment Oshinoko avec la grosse actu animée et qui fait qu'on s'est vraiment fait dévaliser dès le premier jour. Alors on a vu que Seule la mort attend la vilaine partait pas mal aussi. Donc Seule la mort c'est chez Kotun qui est la petite sœur de Kuro qui fait du webtoon. En effet, du coup Seule la mort attend la vilaine marche très bien. Que ce soit pour les femmes ou les hommes. J'avoue, j'étais assez surprise, je pensais pas qu'il y aurait aussi des hommes qui voudraient l'acheter, donc ça marche super bien. Et ça fait toujours plaisir, parce que du coup, ça les fait acheter aussi d'autres titres, donc c'est génial. On continue à la lancer. Très bien, merci. Et Mathilde, peut-être un petit mot ? Je te prends par-ci, exprès. En fait, ça fait toujours plaisir de retourner sur la Japan Expo, c'est toujours une ambiance qui est à la fois très fatigante, mais aussi très stimulante. Et du coup, ouais, c'est super d'être là et on est content quoi. Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour ces petits mots sur la première journée. Je suis là tous les jours, donc tous les jours je voudrais vous embêter à la fin de la journée. Voilà. Et à la fin ils sont en train de me taper. Mais bon bref. Bon allez. Alors on n'est plus au stand Kuro parce qu'on se balade aussi chez la Japan Expo avec Paul. C'est la fin de journée, on s'est dit qu'on allait s'arrêter à un bon stand, donc le stand de Wakaze Paris qui est un bar à saké dans le 5e arrondissement, 31 rue de la Parcheminerie. Qu'est-ce que tu vas nous faire goûter Alors du coup ici c'est un yuzu, c'est un saké sur une base de notre saké classique dans lequel on a fait infuser des écorces de yuzu pendant 3 à 5 jours dans la cuve. Du coup on a vraiment joué sur la subtilité, la fraîcheur du yuzu, on a ajouté de la verveine et de la menthe. Je rappelle que l'alcool est à consommer avec modération et qu'il faut avoir 18 ans. Voilà. Comme ça on n'a pas d'ennui. Et après donc on va goûter, c'est l'umeshu, c'est ça ? Qui est saké à base de prunes. Alors ça, l'umeshu c'est pas un saké en fait, c'est une liqueur de prune et dans laquelle en fait on a inséré de la lit saké. La lit saké c'est ce qui résulte du pressage du riz après la production de nos autres sakés. Au lieu de la jeter, en fait on l'a réutilisée et on l'a distillée. On a ajouté des prunes de Moissac en France, on n'utilise que des ingrédients français et du coup ça a macéré, ça fait de la liqueur de prune.
chez Wakaze, est-ce que tout est fait en France ou c'est Ouais, exactement. Du coup, on utilise uniquement des ingrédients français. Le riz vient de Camargue, dans le sud de la France. On utilise pour le saké au yuzu des yuzu du parc agrumier Deus, dans le sud de la France également. Et tout ça, c'est brassé par nos brasseurs japonais formés au Japon. Donc on utilise vraiment tout le savoir-faire et on conserve vraiment le côté traditionnel en utilisant des ingrédients locaux. En tout cas, c'est délicieux, c'est très frais. Donc, C'est délicieux, vraiment. Kuro fait sa Japan Expo aussi, on se balade pour voir s'il n'y a pas que le stand Kuro à la Japan aussi, donc il faut voir un peu de tout ce qui se passe à ce gros événement et c'est la fin de journée. Salut. La santé. Retour sur cette première journée de la Japan Expo 2023. Et bien moi, c'est la deuxième fois que je le fais avec Kurokawa et je suis très content. C'est toujours un plaisir de rencontrer les lecteurs et en plus on a là un lancement de Tsugai, c'est super d'avoir un retour là-dessus et c'est cool de les rencontrer quoi. Donc très content. Eh bien ce sera le mot d'ordre de la journée, le mot de la fin. On est très content de cette première journée. Et toi Augustin Moi je suis fatigué, je fais le zouave depuis quelques heures avec les vidéos, les photocalls, à faire les TikTok où je dois photobomber les gens sur leurs photos. Mais non, T'as mais passé une très bonne c'est journée. passé une bonne journée fatigante aussi, mais je perds ma voix, du coup c'est parfait. Mais on m'a dit que c'était normal à la Japan Expo, donc écoute, moi c'est ma première du coup, donc voilà. Et on se retrouve demain. Allez, Une nouvelle super journée. Je La sais pas plus si c'est grosse dit. du salon, normalement. bon allez, salut, j'ai plus d'idées là, coupe.